Et bienvenue donc pour ce webinaire qui se nomme Devenir influenceur de la RSE dans sa structure. Donc ce webinaire est organisé par le MFQM Pays de la Loire. Donc je suis Delphine Fouché, je suis une des 2 salariées du réseau. Et le webinaire est animé par Christelle Séché-Carpi qui se présentera tout à l'heure. En tout cas, merci déjà d'avoir accepté de présenter ce webinaire pour le réseau. Donc le MFQM veut dire Mouvement français qualité et management. On est un réseau d'entreprises qui a pour vocation en fait de promouvoir les bonnes pratiques qui sont liées à la performance globale des entreprises. Donc par exemple la pratique RSE, les démarches d'amélioration continue, de qualité de vie au travail, les ressources humaines et puis toutes les pratiques managériales bien évidemment. Et donc, on propose un programme de rencontres chaque année pour permettre aux entreprises d'échanger leurs bonnes pratiques et leurs expériences sur ces thématiques. Donc, on a une quarantaine de rencontres qui sont programmées chaque année. Et puis, les webinaires aussi sont d'autres temps qui sont programmés en plus au fil de l'année en fonction des sujets qui sont soit proposés par les intervenants, soit proposés par les adhérents. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc certains webinaires sont enregistrés et sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil pour visionner les autres webinaires. Voilà, donc Christelle, je te passe la main. Merci Delphine. Et merci à tous d'être là et d'être effectivement ponctuels. Donc, je vous ai posé une question en préambule, c'était le portrait chinois de la RSE. Eh bien, je vois là sur le chat quelques éléments, un chat, une girafe, un couteau suisse, un lion, une boussole, un chat et une boîte arc-en-ciel. Je ne connais pas le boîte arc-en-ciel. Une pieuvre, un tournevis, donc une abeille. Ah, vous êtes quand même assez... une abeille, un thermomètre. Assez, donc... c'est toujours intéressant, c'est de voir effectivement ce qu'on met derrière aussi. Donc, s'il y a une personne qui a envie d'expliquer un peu plus sur le chat pourquoi est-ce qu'il a choisi soit l'animal ou soit l'objet, je vous invite à le faire rapidement. J'ai vu effectivement qu'il y avait la girafe qui permet de prendre de la hauteur. Et puis, le couteau suisse, j'imagine que c'est parce qu'il y a plein d'éléments derrière. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut compléter sur le côté son choix? Moi, je veux bien. Hmm. Moi, j'ai choisi la pieuvre pour la multidisciplinarité de la RSE, le fait qu'il y ait plusieurs branches qui se regroupent derrière la RSE, que ce soit, par exemple, l'énergie ou les déchets. Donc, la pieuvre, avec ses multi-tentacules, en fait, représente les différentes branches qui composent la RSE. Et le tournevis, parce que c'est un outil qui va permettre une amélioration ensuite globale de, de l'entreprise et du bien-être des salariés. Ok, top. Merci beaucoup. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Allez, hop, je me mets sur l'écran. Donc, devenir influenceur de la RSE dans sa structure, parce qu'on va être là pendant 1 heure pour parler de la RSE et surtout de comment devenir influenceur dans sa structure. Je pense que peut-être suite à l'été qui s'est passé, vous avez peut-être encore plus envie d'être acteur, envie d'aller plus loin dans la démarche, peut-être envie de secouer certains de vos collègues qui n'entendent pas forcément, n'ont pas forcément envie de passer à l'action, votre codir, ou en fait aussi envie d'être suivi sur cette démarche. Donc, ce que je vais vous proposer là, pendant cette heure, c'est d'aborder très rapidement le contexte actuel dans lequel on est. On abordera juste les 5 piliers de la RSE, les freins au changement, et on passera un peu plus de temps effectivement sur les pistes, comment avancer concrètement. Tous ces éléments sont donc extraits d'une formation de 2 jours sur devenir influenceur de la RSE. Et là, le challenge, ça va être en 1 heure, vous donner juste quelques clés. Parce que d'habitude, c'est vrai que les webinaires du MFQM sont sur 1h30. Là, on a opté pour 1 heure pour différentes raisons, mais bon. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais aussi me présenter, parce que c'est quand même intéressant de savoir qui vous avez en face de vous. Donc moi, je viens de Polytech Angers, où j'ai été formée à la qualité il y a maintenant un certain nombre d'années. Pendant une vingtaine d'années, j'ai fait de la conduite du changement avec comme fil rouge la qualité.
et la RSE. Je me suis intéressée à ce sujet de la RSE depuis 2013, hein, que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai aussi des postes de management plus opérationnels. Et aujourd'hui, je suis indépendante. Je suis coach certifiée et formatrice. J'ai cofondé avec Anne, notamment qui doit être parmi vous, la Semeur d'Impact, une structure qui a pour mission de mettre la RSE dans la gouvernance des entreprises avec l'entreprise à mission et la RSE dans le business model aussi avec l'économie circulaire. Je suis aussi formatrice pour Ticket for Change sur Nantes et Rennes, où là, c'est plus pour les personnes pour avoir un impact plus positif dans leur travail. Donc, mes missions, comme vous avez pu comprendre, c'est accompagner les organisations, les individus à mettre plus de fluidité et d'impact dans leur quotidien. Mais une autre mission qui me tient aussi beaucoup à cœur, c'est d'accompagner plus spécifiquement les responsables qualité, les chargés de mission RSE, sur leurs compétences et leur posture, du fait de ma double compétence de qualiticienne et de coach. Donc, ce webinaire, donc, comme je disais, est issu de mon expérience personnelle et des différents responsables RSE que j'ai côtoyés aussi tout au long de ces dernières années. Alors, ce qui est important de comprendre aussi, c'est le contexte dans lequel nous sommes. Un changement de paradigme qui s'explique par 5 ruptures. Je commence toujours par cette notion de contexte avant d'expliquer la RSE et les freins, parce que ça me semble effectivement important. Ces 5 ruptures. La première, rupture écologique. Je ne vais pas trop insister là-dessus, mais je pense qu'effectivement, ces derniers mois nous ont donné un avant-goût de ce qui allait être, a priori, les prochaines années. Hein. Une augmentation des gaz à effet de serre, donc avec un dérèglement climatique, une raréfaction des ressources naturelles, la biodiversité en baisse, érosion des sols, acidification des océans, etc. J'en passe et des meilleurs. D'ailleurs, petite question, l'empreinte carbone moyenne d'un Français, est-ce que vous la connaissez en tonnes équivalent CO2 pour vous donner un petit indice? Donc, si vous voulez le mettre dans le chat, je veux bien. S'il y en a qui savent l'empreinte carbone moyenne d'un Français. Ah, Laurent est très... Heureusement, c'est un petit peu moins. Alors là, 8,5. Et oui, Alexis, c'est 10, effectivement. En 2022, nous sommes à peu près, pour un Français moyen, j'entends à 10 tonnes équivalent CO2. Donc, c'est vraiment l'empreinte carbone que nous avons. Et est-ce que vous savez vers combien nous devons tendre pour 2050, si on veut donc être neutre en carbone? 2, effectivement, Alexis. Je vois qu'il y en a plusieurs qui sont au courant, effectivement. Nous devons donc diminuer de 80% nos gaz à effet, enfin notre empreinte carbone, on va dire. Donc, première rupture, la rupture écologique. Deuxième rupture, la rupture technologique. Je ne sais pas quel est votre âge moyen, mais c'est vrai qu'en 40 ans à peu près, on a vu quand même un grand changement par rapport à ça. En 83, l'arrivée du premier PC, 93, Internet, ensuite la robotique, l'intelligence artificielle, l'imprimante 3D, nanotechnologie, etc. Bref, on passe d'une prédominance d'une technologie mécanique à une technologie numérique, dans laquelle tout va beaucoup plus vite, qui a un impact aussi sur la rupture organisationnelle. Comme je viens de vous dire, tout va beaucoup plus vite. On est en contact avec beaucoup plus de personnes, on a un temps beaucoup plus court pour prendre des décisions qui ont un impact pas uniquement dans mon système à côté, mais dans d'autres systèmes qui vont aussi beaucoup plus loin. Donc, le système pyramidal a ses limites, où là, on est vraiment sur quelque chose de très descendant. En plus, il y a un besoin d'autonomie aussi des nouvelles générations. Donc, on va plus vers une structure en réseau connecté. Pour information, il faut savoir qu'un manager de 2020, donc certainement vous, vous traitez autant d'interactions en une journée qu'un manager de 1920. En 1920, en un mois, il traitait, donc vous, ce que vous traitez à peu près en une journée. Donc, vous voyez quand même que ça va beaucoup plus vite et que dans ces cas-là, un système pyramidal n'est pas forcément adapté. Quatrième rupture, pardon, je vais aller vite. La rupture économique. La rupture économique, l'ère industrielle, la finance est au service de l'entreprise. Inversion ces dernières décennies où là, on a une financiarisation de l'économie. Et c'est l'entreprise qui vient au service de la finance. En parallèle de ça, on a aussi un changement de modèle économique. On a une augmentation aussi de la valeur d'usage. On a ce qu'on a appelé à un moment donné l'ubérisation aussi de l'économie, avec l'arrivée d'Uber, de Airbnb, etc. Donc, un changement assez notable aussi du modèle économique.
Le cinquième, ou la cinquième plutôt des ruptures, qui n'est pas plus neutre, hein, c'est la rupture de sens, un changement de regard sur la vie. Avant, c'était important de réussir dans la vie, donc faire carrière, gagner de l'argent, etc. Là, aujourd'hui, on est plus dans cette notion de réussir sa vie. On voit les nouvelles générations qui arrivent avec, pour eux, c'est important, cette ambiance de travail, l'équilibre pro-perso dans le travail, et aussi travailler en lien avec ses valeurs. On est dans une vraie quête de sens. En synthèse, 5 ruptures qui amènent à un changement de paradigme assez fort. L'écologie, la technologie, l'économie, l'organisation et le sens. Un changement sociétal profond dans lequel, effectivement, l'entreprise a un rôle primordial. Son objectif, ce n'est pas uniquement de gagner de l'argent, comme on a pu nous faire croire pendant un certain nombre d'années, mais elle a un vrai rôle sociétal. Et la RSE permet de répondre à cette mission, notamment par ces 5 piliers. Alors, pas forcément en lien avec les 5 ruptures que je viens d'aborder, mais c'est vrai que je ne vais pas rentrer dans le détail là, de ce qu'est vraiment la RSE, parce que ce n'est pas forcément l'objet de ce webinaire, mais c'est vrai que de prendre conscience qu'on a un pilier sur l'économie qui nous permet de travailler sur l'éthique des affaires, la lutte contre la corruption, les pratiques commerciales durables, etc. Le côté social avec la qualité de vie au travail, le management, la mixité, etc. L'environnement, là on peut parler d'éco-conception, d'économie circulaire, de gestion des déchets, de gestion de ces gaz à effet de serre. La gouvernance, travailler sur sa raison d'être, comment on prend les décisions, comment je dialogue avec mes parties prenantes. Et le territoire. Le territoire, en fait, c'est comment je crée des emplois autour de moi, comment je travaille avec mes entreprises voisines, etc. Concernant d'ailleurs la RSE, si je vous posais la question sur votre niveau d'expertise en RSE, si je dis que de 1 à 5, comment vous vous qualifieriez, 5 étant, c'est votre métier, vous faites ça toute la journée, et 1, vous avez juste entendu parler du nom, et voilà, vous découvrez complètement les éléments. Je vous laisse marquer sur le chat combien vous situez à peu près, entre 1 et 5. Alors, j'ai du 3. 3. OK. 4. 2. OK. OK. On est quand même pas mal sur du 3. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre quand même sur les 5 piliers, mais c'est vrai que pour moi, c'est une base intéressante sur la RSE. Donc si on est là aujourd'hui, c'est pour justement savoir pourquoi ce modèle qui, a priori, quand même permettrait de répondre à ce changement de paradigme, n'est pas déployé à 100% dans toute notre structure. Pourquoi est-ce que, typiquement, la RSE, on n'en fait pas notre quotidien, clairement. Il y a un certain nombre de freins. Aujourd'hui, on voit autour de nous des entreprises qui changent, des prises de conscience et d'autres qui attendent. On ne sait pas trop pourquoi. Moi, j'ai rencontré quand même un certain nombre de dirigeants avec qui j'ai travaillé qui n'étaient pas forcément contre, mais bon, pas pour non plus. Donc, ça ne fait pas beaucoup avancer les choses. Là, je vais vous donner quelques pistes de freins. Comme je vous dis, j'ai extrait ça d'une formation, donc je ne vais pas tout vous les donner en 1 heure. On n'aurait pas le temps d'aborder tout, mais déjà comprendre certains éléments. Un qui me semble intéressant, c'est le triangle de l'inaction. Moi, quand j'ai découvert ce triangle, ça m'a quand même permis d'ouvrir les yeux, de comprendre comment on pouvait, alors là, on ne tourne pas en rond, hein, mais comment on se passe la balle entre individus, entre institutions, gouvernements et entre entreprises. Typiquement, c'est à celui qui va bouger le premier. Je ne sais pas si c'est à jouer à 1, 2, 3 soleils ou pas, mais on se renvoie la balle et on arrive à des situations où, donc vous, en tant qu'individu, comme moi, on est, non, de toute façon, moi je l'ai entendu clairement avec mes amis, je ne vois pas pourquoi je bougerais, parce que de toute façon, ce sont les entreprises qui polluent. Moi, je n'ai pas beaucoup d'impact tout seul. J'ai aussi entendu des gens qui face à un achat d'un objet qui vient de Chine, qui est totalement inutile, me dire « Oh, de toute façon, ce n'est pas grave, si ce n'est pas toi qui l'achètes, c'est quelqu'un d'autre qui va l'acheter, donc t'inquiète pas. » Nous, on répond à une demande. Donc, pourquoi est-ce qu'on changerait de modèle? Et puis, l'entreprise qui se dit, de toute façon, moi, je réponds à la législation. Tant qu'on n'impose pas quelque chose, je ne vois pas pourquoi moi, j'avancerais. J'ai un dirigeant qui me l'avait dit ça, clairement. Moi, Christelle, tant qu'on ne m'impose pas, j'attends.
Okay. On voit quand même que ça évolue, la législation, mais quand même, la législation a peur, des fois, les gouvernements, on l'entend effectivement dire « oui, mais en termes d'impact au niveau environnemental, enfin au niveau mondial, si notre pays se met des barrières, comment est-ce que l'on va à être pertinent et, au niveau mondial ?» C'est un peu un discours à la Trump, hein, si je caricature. Et puis, de toute façon, on répond aux besoins des individus. Enfin bref, voilà, on tourne et on se renvoie la balle en se disant que clairement, bah, c'est pas moi qui vais bouger le premier, c'est aux autres de bouger en premier. Donc voilà, comprendre que c'est quand même chacun à notre niveau, en tant qu'individu et en tant qu'entreprise, on peut faire avancer les choses. Et donc, on va être là plus être focus sur la vision de l'entreprise. Autre point qui me semble intéressant, c'est une partie grégaire de notre cerveau qui est issue de… Alors, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, hein, le bug humain, que moi j'ai trouvé quand même assez intéressant. C'est une partie archaïque de notre cerveau que Sébastien Boller appelle le striatum, qui, en période notamment de stress, dans ce changement de paradigme que je vous expliquais en préambule, n'a pas forcément de toute façon envie de faire beaucoup d'efforts. C'est la loi de « moins j'en fais, mieux je me porte ». Et par contre, d'un autre côté, j'en veux toujours plus de chiffre d'affaires, toujours plus de produits, toujours plus de confort. Et en plus de tout ça, hein, il est aveugle à la profondeur du temps. C'est typiquement… C'est le bonhomme qui tombe du 5e étage et tant qu'il ne s'est pas écrasé au sol, jusqu'ici, tout va bien. Donc, vous voyez déjà cette partie archaïque, hein, qui veut faire le moindre effort possible, qui en veut par contre toujours plus et qui n'a pas cette notion de temps, fait qu'il y a un vrai bug dans notre cerveau. Ça n'explique pas tout, clairement, hein, mais ça permet de comprendre que dans certains cas, on soit hermétique à notre discours. Je continue sur la partie cerveau, les biais cognitifs. Je ne sais pas si vous connaissez les biais cognitifs, mais ce sont des distorsions des traitements cognitifs que l'on a face à la multiplicité d'informations qu'on doit gérer très rapidement. Ça permet donc de donner un sens et de prendre des décisions très rapides, donc ce qui est très bien en soi, mais des fois ces raccourcis font que l'on biaise justement nos jugements. Je vais vous en donner juste quelques-uns. Pour exemple, le biais de confirmation. C'est-à-dire, là, on l'a vu typiquement avec la crise Covid, hein, c'est-à-dire que je suis pro-vaccin ou anti-vaccin, je vais lire un article, je vais voir ce que j'ai envie de voir dedans. C'est l'inverse de saint Thomas, hein, c'est je ne vois que ce que je crois. Et donc là, ça me permet de dire que typiquement, je suis rassurée en lisant tel article. Donc, si je n'ai pas envie d'avancer sur le sujet de la RSE, je vais avoir tous les éléments qui vont me conforter dans mon discours que je n'ai pas envie et que c'est normal. Autre justement biais, c'est le biais de normalité, de me dire que jusqu'ici, tout s'est bien passé et tout va continuer à bien se passer. On ne voit pas les signes avant-coureurs, je reste sur ma position, je campe sur ma position. Un qui est aussi intéressant, c'est la stratégie d'évitement. Là, on est vraiment dans cette gestion de stress face à ce changement de paradigme. Je ne veux pas voir ce qui se passe parce que c'est trop stressant. Je vais jouer à l'autruche et je vais dire, c'est pas grave, c'est pas moi, c'est mon successeur qui gérera ça. Voire aussi à titre perso, les générations d'après. Donc, on est dans cette notion d'évitement complètement. Un qui est intéressant aussi, que moi j'ai souvent croisé aussi dans les entreprises, c'est le biais de l'action unique. Je trie les déchets, je recycle le papier, donc typiquement, je ne peux pas faire plus. Même si j'ai beaucoup d'émissions à gaz à effet de serre, je suis à mon maximum. Donc voilà, c'est Esso qui s'est fait aussi épingler là-dessus quand il a mis en gros une communication sur je supprime les tickets de caisse dans mes stations-service. Ok, c'est très bien, mais bon, ce n'est pas forcément suffisant. Un petit dernier aussi, c'est le biais de l'optimisme qui est de se dire que de toute façon, on s'en sortira quoi qu'il arrive. Les nouvelles technologies notamment peuvent nous aider là-dedans. Donc vous voyez que le cerveau peut inconsciemment, surtout quand il est stressé et surtout quand il ne comprend pas trop ce qui se passe, chercher des raccourcis pour justifier ses actes, qui arrivent des fois à certaines dissonances dans le cerveau. Et donc, face à tous ces freins, on peut se retrouver avec des gens aussi qui ont peur de se dire demain, je ne sais pas comment je vais trouver ma place dans l'entreprise. Demain, ça va changer tellement vite que je ne sais pas comment je pourrais travailler. Est-ce que je serai toujours performant? Donc voilà, un certain nombre de peurs qui arrivent derrière. Donc concrètement, comment on peut faire face à ces peurs? C'est la partie aussi qui est intéressante de comprendre comment, face à ces freins, je peux moi agir à mon niveau. On n'avait pas forcément besoin d'être le dirigeant de la structure pour pouvoir avoir un impact.
Là, l'objectif, comme je disais en préambule, c'est d'influencer, de donner envie et de montrer que c'est possible aussi. Parce que, je ne sais pas si vous connaissez la légende du colibri, mais chacun à notre niveau, on peut faire des choses aussi. Donc là, concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Avant d'imaginer ce que moi je peux faire, c'est aussi me dire qu'est-ce que je peux faire pour les autres. Et en fait, la première des choses, ça va être de comprendre le besoin de l'autre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a effectivement tous ces biais cognitifs, tous ces raccourcis qu'on fait, et puis le fait de se renvoyer la balle aussi clairement. Donc là, la personne que vous avez en face de vous, elle a besoin d'être rassurée. Elle a peut-être besoin de se sentir un peu plus en sécurité, se dire, ben non, ça va quand même assez bien, tout ne va pas changer. Et elle a aussi besoin d'avoir une récompense rapide, parce que cette notion de profondeur du temps, comme on l'a vu avec le striatum, bah, c'est loin, même si on a vu que bah, ça se rapprochait clairement avec l'été qu'on vient de passer. On ne voit pas encore à notre niveau dans l'entreprise tous les effets. Donc, bah, comment je peux faire? Moi, il faut quelque chose de concret et de rapide. Donc, on est dans cette notion de vraiment quelque chose de concret et de donner envie. Si vous êtes en mode discours, bah non, mais de toute façon, on n'a pas le choix, il faut y aller, c'est un peu la fin du monde rapidement si on ne bouge pas, ça va engendrer du stress et ça va nous donner envie encore plus d'aller au fond de sa grotte à la personne. Donc non, elle a plus envie d'avoir quelque chose de positif. Donc d'aller chercher vraiment quelque chose de plus positif, se dire que bah, voilà, c'est possible, je vais y revenir juste après hein, sur le comment on peut faire, mais voilà, prendre en considération que c'est important d'aller chercher ce côté positif. Et donc d'aller chercher du plaisir. Plaisir à faire les choses, à être dans cette démarche, de partager. On voit aussi que même c'est intéressant de partager au maximum ce que l'on peut faire, d'échanger. Et un point non négligeable, on aura besoin de temps et de répétition. Donc concrètement, une fois que l'on est conscient des besoins que la personne a en face de nous, qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau? Ça va être la première des choses, c'est s'adapter à son interlocuteur. Et je le répète, hein, c'est le cas de le dire, de la répétition et du temps. Pour s'adapter à son interlocuteur, moi j'aime bien aborder ça par le biais de 3 canaux. Aller chercher de l'émotion, aller chercher du cérébral et de l'action. C'est effectivement, vous aurez en face de vous des personnes qui seront plus sensibles à l'un ou l'autre des canaux. Et des fois, ça va dépendre de la situation dans laquelle vous êtes, typiquement. Donc, c'est intéressant de comprendre cette notion de je m'adapte à mon interlocuteur et aussi de m'adapter à la maturité de la structure dans laquelle je suis. Clairement, si vous êtes dans une structure qui est relativement mature, qui a l'habitude de fonctionner en réseau, qui est toujours sur pas mal de projets transverses, sur lesquels la RSE est quelque chose d'assez, vous l'utilisez assez couramment, ce sera beaucoup plus facile. Hein. Je pense à une personne que j'ai accompagnée qui est ambassadrice dans sa structure. Justement, il y a plusieurs ambassadeurs RSE dans sa structure, donc elle, c'est beaucoup plus facile. Si vous êtes par contre dans une entreprise où on est encore en mode assez pyramidal, la RSE, on en parle, mais franchement, une fois de temps en temps, et ce n'est pas vraiment le sujet qu'on aborde au CODIR systématiquement, là, ça va être un petit peu plus complexe aussi. Donc, déjà, de faire un point dans un premier temps sur la maturité de la structure dans laquelle vous êtes, ça va être quand même important. Donc justement, pareil, de 1 à 5, comment vous qualifieriez la maturité de la structure dans laquelle vous êtes? 5 étant, bah, votre structure, comme je vous dis, elle est vraiment dans un mode très transverse, la RSE, on en parle tout le temps, c'est dans les projets quasi tout le temps, et 1, bah, on est dans une structure où la RSE, on a vaguement entendu le mot, mais c'est quand même pas franchement un vocabulaire utilisé très souvent. Combien vous estimeriez le niveau de maturité? Donc 4, c'est pas mal déjà. Vous avez quand même une structure qui est quand même assez mature. Donc j'ai du 4, du 2. Un petit peu de 1. Donc dans les personnes qui sont dans les structures au niveau 1, donc d'être consciente qu'effectivement, ce sera effectivement un peu plus complexe. À partir de 3, 4 et 5, là on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus facile. On a un terreau, disons, quand même plus facile pour avancer. Parce que l'idée, là, ça va être de semer des petites graines
d'où le nom de la structure que j'ai créée notamment avec Anne, hein, c'est le semeur d'impact. Là, cet objectif, c'est de semer ces graines, et le terreau dans lequel vous allez semer ces graines aura vraiment son importance. Donc, pour revenir à comment vous allez pouvoir vous adapter à votre interlocuteur par le biais de ces 3 canaux, je vais commencer par le côté émotion. On a parlé de la peur. Ce qui est intéressant aussi, c'est de rassurer face à la peur et de partager aussi des idées, des histoires sympas. On est dans cette logique de montrer que c'est possible. Une entreprise similaire qui a créé un projet et qui a bien fonctionné, là, vous allez rassurer la personne que vous avez en face de vous. Moi, je l'ai fait chez un client pour un sujet qui était en lien avec le tutorat, sur le volet social, hein, dans sa structure. Le tutorat, j'en avais parlé il y a un certain nombre de temps, et puis clairement, bon, oui, c'est bien, mais nous, on est une petite PME, tu sais, dans l'électrotech, c'est pas forcément top, mais en même temps, gros souci de recrutement. Et en fait, le fait de rencontrer un dirigeant d'une structure voisine avec qui ils ont échangé, et bien là, ça les a rassurés. Ils se sont dit, OK, c'est une structure un peu similaire à la nôtre, on peut le faire. Et là, j'ai eu une autoroute pour lancer cette démarche de tutorat. Donc, vous voyez, c'est rassurer comme quoi c'est possible, en allant chercher aussi des exemples similaires par rapport à ce que vous voulez faire passer. Et dans des structures, si c'est possible, similaires, là, vous allez rassurer et donner envie d'avancer. Dans le côté émotion aussi, en fonction de la personne que vous avez en face de vous, c'est donner envie, challenger. C'est quand même toujours intéressant quand vous avez en face de vous quelqu'un qui a ce petit côté challenge, peut-être un directeur commercial par exemple, qui a un petit côté ambitieux, lui dire, bah, écoute, si on va vers de l'économie circulaire, clairement, on peut être innovant. On peut offrir une nouvelle offre à nos clients, être en avance sur la concurrence, anticiper tout ce qui va être législation. Là, vous allez titiller quelque chose qui peut être intéressant chez cette personne. Et en plus, si vous lui expliquez que il peut être accompagné, qu'il y a, le rassurer aussi, et puis lui donner envie en allant chercher chez lui ce besoin d'être challengé. Et ce qui va être important, justement, c'est votre enthousiasme derrière aussi. Si vous êtes en mode, clairement, on n'a pas le choix, sinon on va droit dans le mur, un discours un peu larmoyant, un peu tiré vers le bas, ça va être plus complexe. J'ai le souvenir d'une Camille avec qui j'ai pas mal travaillé. Elle, clairement, elle est à fond dans l'enthousiasme, elle y croit, elle revend son enthousiasme et ça marche, clairement. Si vous êtes peut-être moins extraverti, mais c'est ne serait-ce qu'être toujours dans cette répétition avec un discours positif, là, vous gagnez quand même des points. Pour continuer sur le discours un peu émotionnel, c'est des fois aller chercher chez l'interlocuteur que vous avez en face de vous, aussi sur sa sphère personnelle, le côté parent, tout simplement. Je l'ai fait pas plus tard que cette semaine avec un dirigeant avec qui je travaille. Je sais que sa fille est étudiante à Audencia. Et j'ai vu que Jean-Marc Jancovici, je ne sais pas si vous connaissez, mais a fait une conférence récemment à Audencia. Donc, je lui ai demandé si sa fille avait assisté à cette conférence. Et puis, là, tout de suite, on a commencé à discuter. Elle me dit, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais qu'elle a vu des choses sur la RSE, elle a bien visité une entreprise, etc. Donc, on continue à discuter là-dessus. Donc, je lui dis à la fin, écoute Xavier, moi ce que je te propose, c'est que je t'envoie le lien de cette conférence. Et en plus, tu pourras même l'écouter dans ton trajet retour ce soir si tu veux. Je sais que là, je vais faire le lien avec sa fille, avec justement les nouvelles générations, leurs besoins, ce qu'ils ont envie aussi. Ça le touche personnellement. Et je vais aussi rassurer sur son besoin cérébral de comprendre. J'ai en face de moi un directeur technique. Donc, il a aussi besoin de maîtriser les éléments. Et Jancovici, pour ça, est quand même assez pertinent. Donc, vous voyez, j'arrive dans ce cas-là, à la fois sur de l'émotion et un besoin cérébral de maîtriser le sujet, qui va être, pour certains de vos interlocuteurs, primordial. Comprendre ce qui se passe. Comprendre ce qu'il y a au niveau de l'énergie, au niveau de tout ce qui est dérèglement climatique. Certains, avant d'agir, ils ont besoin de maîtriser le sujet. Donc, ça veut dire qu'il faut ponctuellement donner des envies, de se dire que, typiquement, tu peux aller chercher telle ou telle référence, transmettre de l'information, un lien vers un podcast, vers un livre, vers une vidéo, etc. Là où je suis vigilante quand même par mon retour d'expérience personnelle, c'est pas forcément ce que moi j'ai envie de transmettre à l'autre, mais ce que je ressens comme étant son besoin à ce moment-là. Donc, le lien que je vous ai donné tout à l'heure par rapport à la conférence de Jancovici, c'est parce que je sais que cette personne, elle est en lien avec tout ce qui est la notion d'énergie. Donc, je sais que pour elle, c'était important.
Mais pour d'autres personnes, ça peut être justement comprendre les freins. Qu'est-ce qui se passe derrière? Donc, d'adapter en fait ce que vous allez transmettre, pareil, toujours aux besoins de l'interlocuteur que vous avez en face de vous et non pas ce que vous avez envie à ce moment-là. Adaptez votre discours, adaptez votre vocabulaire. Vous aurez en face de vous des gens qui ont un niveau d'expertise différent. Donc, le risque qui peut être aussi, c'est un peu, je maîtrise moi, le sujet, t'inquiète, et d'être, je l'ai vu aussi, croiser des gens qui pouvaient être, non mais comment ça se fait, tu ne maîtrises pas ça, tu ne sais pas ce que c'est ça et ça. Là, c'est totalement contre-productif, clairement. C'est être vigilant par rapport à ça et aussi être conscient qu'il y a un parcours, en fait, dans la prise de conscience, excusez-moi, dans cette notion de prise de conscience, de déclic. Vous-même, vous avez dû peut-être avoir un jour précis un déclic, mais peut-être aussi un cheminement. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'adapter votre discours à la personne que vous avez en face en allant chercher son vocabulaire. Décidément. Je pense à Fadel, que j'ai eu en formation. Fadel, qui vient d'une grosse structure, Nestlé, donc, qui a pu mettre en place une fresque inspirée de la fresque du climat. C'était la fresque du café, en fait, dans sa structure, pour faire prendre conscience à tous ses collègues de l'impact de leur mission sur les enjeux climatiques. Et donc, voyez, il a vraiment été s'inspirer d'un outil existant. Avec d'autres collègues, ils se sont mis ensemble et ils ont construit cette fresque du café et qu'il a déployée au maximum dans toutes les structures, enfin dans tous les services, en fait. Donc, vous voyez, c'est aussi besoin, comment dire, adapter son discours et aussi nourrir le besoin de maîtriser le discours et ce qui se passe de la personne en face. Donc ça, c'est bien, aller chercher de l'émotion, du cérébral, mais ça ne fait pas tout. On a besoin d'aller dans de l'action. Donc, ce qui va être d'agir. Agir même par des petits pas simples, mais agir. Parce que sinon, on n'avancera absolument pas. Et c'est souvent ces premiers petits pas qui sont plus complexes. Ça peut être des choses très simples. Moi, je me souviens dans la dernière entreprise dans laquelle j'étais salariée, ça date un petit peu maintenant, mais quand je suis arrivée, la première des choses que j'ai mis, c'était tout simplement du recyclage, les poubelles de recyclage dans le coin cantine. Ça n'existait pas. Et en mettant ça en place, je me suis rendu compte que je pouvais aussi sensibiliser sur les actes au quotidien des collègues, parce que chez eux, certains ne triaient pas, tout simplement. Dans une entreprise dans laquelle j'interviens, avec qui je fais un point tous les trimestres, on balaye tous les processus, qualité, RH, production, etc. J'ai rajouté systématiquement un point RSE. Quelles sont les actions que l'on met en place sur les derniers mois et qu'est-ce qu'on va mettre en place aussi. Voilà, je les challenge aussi sur toutes ces actions. Petites ou grandes, c'est pas grave, mais typiquement, on a un point dessus. Un autre exemple aussi, je reviens à l'entreprise dans laquelle je parlais tout à l'heure du tutorat. On a mis en place au mois de mars ce process sur le tutorat, mais ça a été assez, donc le démarrage en top, et puis après, assez laborieux typiquement. Et là, je me suis dit, oh là là, ça va partir, on va arrêter le tutorat alors que tout le monde était quand même plus ou moins sur le sujet. Mais je n'ai pas lâché, en fait. Je me suis dit non, comme vous pouvez peut-être, vous, quand vous lancez un projet, se dire, bah, ça marche bien au début, on a une phase euphorique, mais après, ça rame un peu plus. Ben là, typiquement, j'ai remis les interlocuteurs autour de la table, j'ai fait un retour d'expérience, un REX, pour savoir ce qui s'était bien passé, ce qui s'était moins bien passé et comment on pouvait réimpulser quelque chose. C'est là où il faut être vigilant, parce que si vous lancez plein d'actions et qu'elles font flop, c'est le cas de le dire, vous allez vous essouffler. Vous allez effectivement vous fatiguer, ça ne va pas forcément être pertinent derrière, et ça va même être aussi contre-productif en disant non, mais c'est bon, la RSE, on a plein de petites actions, ça n'apporte rien. Donc, soyez aussi vigilants d'aller chercher des petites actions, mais c'est des petites actions qui portent leurs résultats et de ne pas forcément lâcher, d'aller chercher du concret aussi. Autre action que vous pouvez proposer, c'est par exemple la fresque du climat, un outil très efficace. Moi, je sais que je le déploie assez facilement dans les structures, auprès de CODIR, auprès d'étudiants. Enfin, voilà, c'est un outil qui quand même permet de prendre conscience et d'aller chercher ce fameux déclic que l'on cherche pour le passage à l'action derrière. Donc, ça peut être de proposer sur même un début de temps de pause et sur un peu le temps de travail. Voilà, il y a plusieurs façons de le faire. Aller chercher aussi un peu un côté ludique avec le côté un peu gaming, un challenge aussi avec ma petite planète.
une appli qui permet de travailler et de challenger entre services, c'est aussi très intéressant. Et de valoriser toutes les actions qui sont mises en place. C'est pour ça qu'en l'occurrence, quand je vous parlais de tous les trimestres, je fais le point, c'est de valoriser ce qui s'est bien passé, ce qui reste à faire, etc. Mais valoriser aussi pour les autres, mais pour vous. Pour vous, avec votre petit cahier des succès, parce que c'est vrai que ce qu'on parle beaucoup des autres, mais dans cette démarche, ce qui va être aussi important, c'est de prendre soin de vous. Ça, par expérience, je peux vous dire que vous vous lancez dans un marathon en tant que responsable RSE sur ces sujets. Donc, c'est aussi gérer votre énergie, savoir la doser et à un moment donné, de se dire, bon, là, je ne suis pas au top de ma forme, je ralentis un petit peu pour ne pas s'essouffler complètement. Être vigilant aussi à votre oxygène. S'octroyer des bulles d'oxygène, donc à l'intérieur et à l'extérieur. Allez vous ressourcer, allez rencontrer d'autres responsables RSE. Je sais que le MFQM propose en l'occurrence des rencontres sur ce sujet, même à titre perso, aller dans des assos, etc. Allez vous oxygéner, allez chercher des gens qui pensent un peu comme vous pour vous dire que non, je ne suis pas tout seul. Ça aussi, c'est primordial. Soyez vigilants aussi sur votre crédibilité, continuez à vous former, à vous informer, être en veille. Et puis continuez à agir. Chaque pas permet aussi d'avancer et ça, c'est un moyen non négligeable d'avancer, surtout si vous êtes dans cette notion un peu d'éco-anxiété, parce que dans le contexte actuel, l'éco-anxiété, c'est quand même pas mal développé. Une des façons de gérer cette éco-anxiété, c'est, comme je vous disais, d'aller chercher à l'extérieur, sentir qu'on n'est pas tout seul, de gérer son énergie et d'agir. Agir à son niveau. Peut-être qu'on ne va pas révolutionner le monde, toute sa structure, ni le monde de l'entreprise à son niveau, mais au moins agir. Tout en étant bienveillant avec soi-même, parce que ce n'est pas forcément évident. Parce que le parcours que vous allez faire, là, ça va être vraiment de la persévérance sur les discours que vous allez avoir et sur les actions. Et là où il faut être vigilant, c'est de ne pas confondre persévérance et saturation des interlocuteurs que vous aurez en face de vous aussi. Parce que ça peut avoir un effet aussi contre-productif. Donc voilà, bien comprendre les besoins des personnes que vous avez en face de vous, adapter votre discours en allant chercher de l'émotionnel, du cérébral et passer à l'action en prenant soin de vous aussi. Et en prenant soin de vous, en gérant votre énergie et en allant chercher des alliés. Parce que tout seul, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué d'avancer et vous allez perdre une énergie folle. J'aime bien ce petit proverbe, je pense que vous le connaissez peut-être, c'est tout seul on va plus vite, c'est ensemble on va plus loin. Donc l'idée c'est d'aller chercher des alliés et c'est un point qu'on va aborder un peu plus en profondeur. Là c'est la théorie des alliés parce que clairement tout seul vous allez râper, c'est le cas de le dire. Je vous donne l'exemple de Camille qui est venue de Lille et qui est arrivée sur Nantes, avait en face d'elle un certain nombre de managers à motiver, des responsables de site. Et donc, clairement, quand elle est arrivée, elle ne connaissait pas forcément les personnes qu'elle avait en face d'elle. Elle est allée chercher, là, des dirigeants, des responsables du site qui étaient globalement engagés, qui avaient cette envie de mettre en place des choses sur le côté RSE. Et elle a déployé des actions sur leur site. Donc, en travaillant sur ces gens engagés, déjà, sur le triangle d'or. Et derrière, elle a pu donc embarquer d'autres responsables de site, des gens qui étaient plus passifs, voire des gens qui étaient hésitants. Et donc, comme ça, elle a pu donc déployer petit à petit ce qu'elle voulait mettre en place. Mais ça a été, on a échangé pas mal sur ce sujet, pour elle, ça a été vraiment révélateur d'aller d'abord chercher les engagés et ne pas perdre son temps à vouloir s'adresser à toutes les personnes de la même façon. Parce que ça, c'est ce qu'on pourrait avoir tendance à faire. Moi, je travaille dans une structure avec un client avec qui j'interviens pas mal. Là, typiquement, dans le CODIR, je m'appuie beaucoup sur la responsable achat, qui est dans cette partie, alors je dirais pas engagé plus, mais engagé passif dans cette partie-là. Et j'ai le responsable RH qui va être sur le côté un peu plus passif et mon directeur technique un peu hésitant. Directeur commercial, pareil dans les hésitants. Et j'ai en face de moi le directeur de la prod, par contre, qui va être opposant grognon, quoi. Là, typiquement, pas simple. Donc maintenant, quand on fait nos échanges sur tout ce qui va être les sujets RSE, je ne suis pas focus sur lui. Je ne néglige pas ce qu'il dit, mais je ne perds pas mon temps à vouloir le convaincre lui. Ça ne sert à rien.
c'est un peu mon ego qui pourrait avoir envie de le convaincre, mais ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner de façon efficace. C'est plus en m'appuyant sur mes alliés, donc en l'occurrence la responsable des achats et le responsable RH, que j'embarque petit à petit le responsable technique et le responsable commercial. Et je sais que lui, il finira par suivre, en fait, clairement. Donc, c'est aussi intéressant parce qu'on ne peut pas s'attaquer à tout le monde en même temps. Et il y a aussi cette théorie sur le point de bascule, je ne sais pas si vous connaissez cette théorie qui veut que, d'une façon générale, quand on a arrivé à convaincre à peu près, bon, ce n'est pas un pourcentage précis, mais autour de 15%, on arrive à un effet vraiment de bascule qui fait que clairement, les autres vont suivre. Donc, c'est pour ça que, pour moi, il faut être plus focus sur les personnes qui sont engagées et qui vont nous permettre d'embarquer les autres derrière. Je pourrais vous donner des milliers d'exemples dans ça, mais ça ne va pas être ça qui va être intéressant. Je regarde le timing pour ne pas l'exploser. Et donc, ce que je vais vous inviter à faire maintenant, c'est prendre un petit temps pour vous et aller vous imaginer sur qui vous pouvez vous appuyer pour développer encore plus cette démarche RSE dans votre structure. On va vous laisser 1 ou 2 minutes pour se dire, voilà, typiquement, je peux m'appuyer sur une telle ou telle personne parce que je sais que j'ai changé la machine à café avec lui, qu'il est sur ces mêmes valeurs, ou j'observe et je me dis que peut-être que lui sera intéressé ou pas. Donc, d'identifier 1 ou 2 alliés dans votre structure sur qui vous pouvez vous appuyer. Et peut-être une personne passive hésitante. Donc, déjà, de faire ça dans un premier temps, là, tout seul. Et ensuite, on vous mettra en salle pour que vous échangiez à 2, pour vous challenger et échanger un petit peu sur ce que vous avez trouvé. Mais le premier temps, donc, imaginez qui est-ce qui peut être engagé et peut vous suivre dans votre démarche. Effectivement, ce n'est pas quelque chose de simple d'embarquer. Ça va être de créer aussi, c'est ce qu'on aborde, cette notion d'urgence. Et pour ça, la fresque du climat, des fois, est intéressante parce que là, on se rend compte qu'il y a une vraie urgence à agir. C'est comme ça qu'on arrive à embarquer. C'est en créant cette notion de il n'y a pas le choix, il faut y aller. Et c'est possible parce que les autres y vont aussi. C'est comme ça qu'on arrive à embarquer. Hein. Mais attention de ne pas être focus sur ceux qui sont réfractaires systématiquement et d'aller chercher ceux que vous sentez qui ne sont pas contre. Clairement, moi, par expérience, c'est ce que je vous dirais. Hein. Donc, en synthèse de ce qu'on vient de voir là, un changement de paradigme, un changement de société. Donc, la RSE est un moyen qui permet de répondre à ces changements de société et de donner vraiment une mission sociétale à l'entreprise. De nombreux freins, naturels ou pas, dans les entreprises. Hein. Et puis ensuite, quelques idées pour aller chercher à lever les freins, hein, en allant chercher aussi bien de l'émotionnel que du cérébral et un passage à l'action, et puis s'entourer de ses alliés aussi derrière. Voilà, ces quelques éléments sont issus, comme je vous disais, d'une formation de 2 jours de devenir influenceur de la RSE dans sa structure, formation interentreprise là, que je fais début 2023 sur Nantes. On abordera un peu plus concrètement certains éléments, donc plus la RSE, les freins, la stratégie à déployer. Hein, quand je vois effectivement certains qui disent oui, mais ils sont toujours très réfractaires, on déploie un peu plus ça effectivement, comment je m'appuie et quel argument je peux utiliser aussi, avec l'idée de partir avec son plan d'action individuel. Donc voilà, en un mot, j'aime bien ce jeu de mots, c'est le cas de le dire, avec quoi vous repartez à la fin de ce webinaire, quelque chose qui vous a marqué dans ce webinaire, quelque chose que vous avez aimé ou quelque chose que vous allez utiliser. Je vous laisse noter sur le chat avec quoi vous repartez à l'issue de ce webinaire. Et je crois que je suis dans le timing. Alors, donc j'ai argument. Donc n'hésitez pas à mettre un mot avec quoi vous repartez. Hein. Ça peut être effectivement dans votre petite besace, vous repartez avec quelque chose qui vous a marqué. Oui, un discours positif, exactement. C'est donner envie. Ne soyez pas en mode oh là là, de toute façon on ne va pas me suivre. La diversité des participants. Oui, moi aussi j'ai trouvé ça top, un peu frustrant. Et oui, 15%, je vous assure que vous pouvez aussi aller chercher plus profondément les éléments sur la théorie de l'allié, cahier des succès, adapter son discours, booster, embarquer, travailler avec des engagés, trouver des alliés.
Les éléments positifs pour continuer sur votre lancée. Ça, c'est top hein, si vous êtes déjà là-dessus. Les alliés, effectivement. Ok. Top. Bah, écoutez, moi, je suis super contente de cet échange. J'ai juste envie de vous dire que votre enthousiasme, votre énergie, en vous appuyant sur les autres, bah, ça nous permet effectivement d'aller créer quelque chose de différent et d'échanger toujours. Hein. Donc voilà, moi j'aime bien cette petite phrase de Jean Covici. Je ne suis pas une fan de Jean Covici, mais enfin une fan inconditionnelle, j'entends, mais je trouve qu'il y a des trucs qui sont quand même assez pertinents. Et cette phrase, le fatalisme n'engendre pas l'espoir, mais l'action, oui. Donc j'ai envie de dire, allez-y, osez. Si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. L'important, c'est quand même d'y aller et d'y croire. Donc merci à tous.